bienvenue dans ce webinaire. Donc, cette année, le webinaire s'intitule Quoi de neuf dans l'édition? Et c'est 48 ans qui ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Et plusieurs axes seront mis à l'honneur aujourd'hui, donc comme des lancements de collections, des labels, des séries, ainsi que la mise en avant d'auteurs et autrices émergents et des nouveaux talents, notamment aussi des maisons d'édition à découvrir aujourd'hui et des avant-premières de collections à venir en 2026. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion sur la plateforme Wisembly. Et ces webinaires s'inscrivent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art, de l'autre, explorant la question de l'empathie. Et aujourd'hui, le titre de ce webinaire s'intitule « L'arrivée du parlant ». Les éditions du livre publient leur premier album à texte. Et voilà, nous sommes avec Alexandre Chaise qui va prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, en fait, moi, je vais profiter aussi de ce webinaire, sachant on a une bonne demi-heure pour vous parler plus largement des éditions du livre et en fait arriver au sujet qui nous importe aujourd'hui. Alors, pour faire un petit tracé des éditions du livre, moi, j'ai commencé en 2000, entre 2010 et 2012, où en fait, j'ai au tout début aidé ma compagne à mettre en forme ces carnets de dessins. Donc, ces dessins sous forme de carnet, j'avais un bagage de graphiste. Et ensemble, on a très vite eu envie, en fait, de publier d'autres artistes qu'on découvrait par le biais des réseaux sociaux. Et on a créé, entre autres, une collection qui s'appelait les Fortune Bookies. Ici, on voit le Fortune Bookie réalisé par Antonio Ladrio, donc c'est un petit format carte postale. Et l'artiste principal, en fait, invitait un deuxième artiste pour le dépliant intérieur, ici Michael Swanet. Et Michael et Antonio avaient eu l'idée de perforer le petit fanzine et qui devenait du coup un objet-jeu, un livre-jeu. Donc, à l'époque, on faisait tout à la main, donc on faisait imprimer les feuilles en vrac chez l'imprimeur. Et puis, on reliait tout ça à la maison. On avait créé notre petit site internet fait maison. Et on vendait ensuite les ouvrages aussi sur les salons. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Là, c'était en 2012. Donc, on a publié plusieurs petits fanzines dans cet esprit-là à l'époque. Ici, un livre maquette avec Mogu Takahashi, qui était déjà un livre à découper. Donc, on découpait les illustrations et on recomposait l'univers graphique en fait, de Mogu Takahashi, à savoir des éléments qu'elle avait sur son bureau, sachant qu'elle a une œuvre où voilà, elle est capable de customiser, vraiment d'intégrer son art à tous les éléments du quotidien. On avait fait aussi un mini-livre avec Matt Locke, un artiste illustrateur américain. Et une bande dessinée comics expérimentale avec ma compagne Frédéric Ruche, qui reprenait les couleurs de Mondrian et dont la narration était extrêmement simple, sachant qu'en fait c'était les couleurs qui reculaient au fur et à mesure dans les cases, voilà, créant une sorte de perspective. Voilà, donc je vous présente tous ces éléments-là parce que finalement après il va y avoir des échos avec ce qui sont devenus les éditions du livre à partir de 2012-2013. Et en fait, la bascule s'est faite avec cet ouvrage-là qui s'appelle Zoo in My Hand. Et j'avais vu cette image-là en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, Inki et Sung Kyung étaient deux jeunes femmes qui sortaient de l'école d'art d'Amiens. Et elles avaient ce projet-là. Voilà. Et donc, moi, dans mon esprit fait maison, on va dire, DIY. J'ai signé un petit contrat avec elle sans exemplaire et on a tout fait à la main, encore une fois. On a acheté le papier, imprimé sur l'imprimante de notre salon, plié. On avait fait
réalisé les couvertures en ligne chez un imprimeur en ligne. Ensuite, j'avais fait réaliser la découpe de la grenouille de couverture. On avait tout relié à la main, massicoté, pris les photos chez les beaux-parents. Et le livre est sorti sur notre petit site internet quelques temps après. Et au bout d'une semaine, en fait, on avait vendu les 100 exemplaires. Et là, on voit sur le salon Fanzine à Paris qui vendait les tout derniers exemplaires du livre. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Sung Kyung et Im Ki-young, elles cherchaient du travail, enfin un vrai travail professionnel. Et moi, j'étais dans une démarche encore vraiment artisanale, on va dire. Et entre-temps, elles avaient signé un contrat avec les éditions Amatera, qui sont à Lyon d'ailleurs, pour publier le livre. Donc le livre m'est passé sous le nez, bon, ce qui était de ma faute, puisque je n'avais pas l'ambition de leur donner quelque chose de professionnel. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'en 2018, le livre est revenu aux éditions du livre. En fait, les éditions Amatera avaient vécu leur période avec ce livre-là, et le livre est revenu chez moi en 2018. Voilà, donc c'est un livre effectivement d'origami que l'enfant doit intégralement découper pour faire sortir 40 animaux du livre. Alors, c'est toujours un livre qui terrifie les parents puisque il s'agit de détruire le livre d'une certaine façon. Donc les adultes qui achètent le livre le conservent religieusement dans leur bibliothèque alors qu'un enfant va lui le découper en quelques instants, quoi. Alors, je vous montre juste une petite vidéo rapide voilà, du principe du livre. Ici, c'est le kangourou qui va être découpé. C'est une découpe très simple avec juste un ou deux plis vallée montagne. Et voilà, l'animal est né. Donc là, je vous présente en parallèle les deux éditions. À gauche, celle fait main en 2012, 100 exemplaires, et celle fait industriellement en 3000 exemplaires à droite par l'imprimeur. Voilà. C'est vraiment, finalement, c'est le même livre. C'est souvent ce que je montre aux étudiants parfois, c'est qu'avec peu de moyens, on peut arriver à peu près à la même chose, si ce n'est la finesse de réalisation. Donc voilà, en 2 ans, en tout cas, j'avais fait plein de publications différentes, extrêmement hétérogènes. Et si bien que sur les salons, en tout cas, je me retrouvais face aux gens qui ne comprenaient pas vraiment ce que je publiais, euh, sachant que les partis pris étaient tellement différents. Donc, l'histoire de Zun Mayen m'a vraiment forcé à franchir un cap et à me professionnaliser en quelque sorte. Et c'est là que j'ai recroisé Fanette Mélier, qui revenait de la Villa Médicis et qui avait dans ses cartons le projet d'adapter cette exposition qui s'appelle Dans la Lune, qui avait été créée pour le Centre de la jeunesse de Dunquieu. Et elle avait pour idée de l'adapter en livre. Alors, c'est une exposition réalisée en sérigraphie qui reproduit un cycle lunaire complet. Et nous, il s'agissait de l'adapter dans un livre. Donc voilà, les éditions du livre telles qu'elles sont actuellement sont nées voilà, fin 2013 avec la première édition de Dans la Lune. Donc il y a un livre qui reproduit le cycle lunaire en 9 pantones. Donc ce sont des tons directs et des couleurs sorties du pot, un peu comme quand on va chez le roi Merlin et qu'on demande un rouge tomate très précis pour sa salle de bain, par exemple. Et voilà, donc tout se joue vraiment dans la finesse des surimpressions. C'est vraiment un livre très expérimental en termes d'impression, mais le principe du livre en lui-même est extrêmement simple. On le voit ici, c'est presque une sorte de flipbook, même si la narration est lente en réalité. Et la chance qu'on a eue, c'est que ce livre a bien marché. Depuis 2013, il y a eu 3 éditions différentes. Donc ici, on voit la première édition, le cycle de la première édition. Et en fait, le principe qu'on a établi avec Fanette Mélier depuis le début de notre travail, c'est qu'à chaque réédition, on change le spectre coloré des ouvrages. Donc ici, on voit les 3 éditions successives. Ici, donc la première édition présentée au Bel Ordinaire à Pau, la deuxième édition présentée au Cygne à Chaumont, et la 3e édition, voilà, qui est parue fin 2017. Voilà. Alors,
Euh, donc à partir de ce moment-là, en fait, donc là on est fin 2013, moi j'ai eu une aide vraiment conséquente de l'association Les Trois Ours, forcément que vous devez connaître, et qui faisait circuler mes ouvrages par le biais des nombreux salons auxquels elle participait. Donc c'est aussi par leur biais, d'une certaine manière, aussi que j'ai redécouvert voilà, des figures comme Bruno Munari, forcément, qui n'ont pas été, je dirais, à la base de mon envie éditoriale, mais c'est vraiment tout un travail que j'ai redécouvert après coup. Et entre autres, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans son travail à lui, c'est l'écart qu'il a pu créer en fait entre ses expérimentations papier, donc entre toutes ces séries de livres illisibles, entre autres ici un livre illisible dans lequel il déchire des bouts de papier, donc ça c'est vraiment des productions en très peu d'exemplaires, voire en exemplaires uniques, mais qui ont donné lieu ensuite à des livres classiques qu'on trouvait en librairie et qu'on trouve encore en librairie, qui restent encore très modernes, qui sont dans La Nuit Noire, où, voilà, où ces expérimentations plastiques initiales sont transformées ici en une narration et en une évolution page après page dans la grotte du livre. On retrouve le même type d'expérimentation aussi avec un autre livre illisible ici qui est composé de perforations et qui va donner lieu, entre autres, dans le brouillard de Milan, à toute la partie centrale du livre qui correspond au jeu du cirque. Alors forcément, Munari, pour moi, est ni plus ni moins que le papa du livre jeunesse contemporain, où il a mis en place l'utilisation des calques, des rhodoïdes, des perforations, des découpes. Si ce n'est le pop-up, peut-être qu'il n'a pas vraiment euh, enfin, utilisé. En tout cas, c'est vraiment lui, pour moi, qui a créé tout le vocabulaire du livre contemporain, entre autres aussi avec tous ces petits volets successifs. Et donc, un des livres illisibles les plus connus de Munari, c'est effectivement ce petit livre-là qu'on trouve encore chez Coraini et qui vaut 5 euros. Voilà, c'est vraiment un tout petit livre qui est vraiment super. Et on avait, dès 2014, fait une sorte de dédicace, hommage avec Antonio Ladrio, avec ces trois petits livres-là qui sont aujourd'hui épuisés, qui s'appelaient Points, lignes et couleurs et voilà, qui était vraiment une dédicace directe au livre de Munari, mais avec la possibilité de jouer avec les plis et les pliages de manière plus interactive et vraiment d'avoir des compositions différentes, alors que le livre de Munari est plus une succession de pages les unes après les autres. Alors une autre figure, effectivement, qui aussi pour moi forcément est très importante, c'est celle de Katsumi Komagata, et entre autres tout le travail qu'il a fait pour sa fille Ai, et donc toute la collection Little Eye, où il expérimente sur des choses extrêmement simples, sur l'arrivée d'un point qui devient 4 points et qui devient une ribambelle de points. Finalement, moi, d'une autre manière, le début des éditions du livre aussi a coïncidé avec la naissance de notre fille, et je me suis aperçu que finalement, tourner une page, découvrir une couleur, nommer une couleur, était aussi la possibilité de créer une narration en tant que telle. Alors, on voit ici un autre livre de Komagata qui voilà, peut-être fait partie des plus connus de lui, avec toute une myriade de papiers, de jeux de découpe différents. Mais moi, j'ai plutôt en affection ce livre, qui est peut-être un des plus beaux livres jeunesse à mon goût, en tout cas, qui est le livre Petit arbre de Komagata, et qui est vraiment un pop-up extrêmement minimaliste, qui va raconter la vie de la naissance à la mort, à la fois de l'arbre et en regard aussi avec la vie des humains. Alors, j'ai aussi, dans ce jeu aussi de référence, de connaître les classiques, une manière aussi de ne pas refaire des livres qui ont déjà existé, j'ai mis en place un jeu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un jeu où j'ai à peu près 160 images à peu près, que j'ai appelé Ping Pong, et qui en fait est juste un jeu de mise en regard comme ça de différents livres. Donc ici, on voit par exemple en haut dans le brouillard de Milan, qui a sûrement inspiré Ça y est, je vais naître, en bas de Komagata. Ou alors ici, on voit Mitsumasa Hano avec les animaux cachés dans la végétation, qui ont sûrement inspiré ce livre de Anne-Margot Rammstein. Voilà, donc à chaque fois, c'est
des mises en regard comme ça, c'est pour moi une façon de réfléchir à ce qui a déjà été fait, de montrer les livres que j'aime aussi. Ici, sûrement l'affection de Paul Cox en bas pour les illustrations de Mitsumaru Banzai, un illustrateur et artiste japonais. Voilà, donc, en tout cas, ça, c'est plein d'images que je poste régulièrement et que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Alors, l'appellation que j'utilise aujourd'hui, à savoir de livre d'artiste pour enfants, elle vient ni plus ni moins je crois, de l'appellation qu'utilisaient les Trois Ours à l'époque. Et c'est une appellation qui, pour moi, reste encore importante, puisqu'en fait, le livre d'artiste, dans l'idée qu'on en a, c'est ni plus ni moins que souvent la version un peu désuète, fin 19e, début 20e, qui correspond à un texte d'un poète, d'un écrivain, qui va être illustré par un artiste. Donc ici, le texte de Blaise Cendrars, illustré par Sonia Delaunay. Mais moi, le livre d'artiste qui vraiment fait écho avec les miens, sont les livres d'artistes, par exemple, de Ed Ruscha, donc un artiste américain qui, dès les années 60, a voilà, dynamité ce que pouvait être le livre d'artiste avant et a fait du livre d'artiste en fait ce qu'il est aujourd'hui, à savoir qu'un livre d'artiste, c'est une œuvre qui trouve sa place dans le livre. C'est-à-dire que l'œuvre correspond à l'œuvre finale. Ce n'est pas un élément de reproduction, c'est vraiment l'œuvre finale. Et donc, Ed Ruscha, contrairement au livre d'artiste qu'on a vu précédemment, là, en tout cas, c'est des ouvrages imprimés industriellement à 1000-2000 exemplaires. Et voilà, c'est vraiment dans cette filiation-là que je me situe aujourd'hui. Par exemple, un livre comme Au Soleil de Fenêtre Méliès, donc qui est le frère jumeau Dans la Lune, voilà, qui reproduit un cycle solaire diurne. En fait, initialement, il n'y a pas d'original qui va être en fait scanné puis reproduit dans le livre. En tout cas, ce n'est pas le cas de mes livres. À la base, il n'y a ni plus ni moins qu'un fichier informatique qui n'a absolument pas beaucoup d'intérêt, mais qui, grâce à tout le spectre coloré va créer Phanet par le biais des papiers, des dorures, des pantones, des couleurs, c'est vraiment au moment de l'impression que le livre lui-même va se révéler et devenir ce qu'il est, à savoir un livre d'artiste. Alors, les ouvrages qui naissent, en tout cas dans ma maison d'édition, parviennent de différents endroits, entre autres ici un livre qui s'appelle Hello Tomato, qui est né lors d'un workshop aux Beaux-Arts du Havre, par ici Camille Trimardeau et Marion Caron, que l'on voit avec les enfants. Donc, lors du workshop, ils avaient eu le postulat de devoir créer un livre susceptible d'intéresser les enfants. Et donc, est né ici le principe de Hello Tomato, à savoir des couleurs en aplat et une carte pochoir qui vient révéler une figuration dessus. Donc on a retravaillé ensemble le livre qui est devenu voilà, ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un grand Leporello tout en couleurs. Donc là aussi, ça joue presque avec la notion du cliché du livre d'artiste, qui est un livre qu'on ne comprendrait pas forcément, mais l'enfant va voilà, faire comprendre immédiatement en sortant les cartes pochoirs du livre et les placer sur le grand Leporello pour révéler 25 fruits et légumes, alors soit dans les bonnes couleurs, ou soit créer des bananes bleues, des bananes pourries. Tout est possible. Alors, les livres aussi apparaissent parfois par le biais d'images que je peux voir sur Internet. Ici, un projet qui est né grâce à ces flyers de Fanette Méliès pour le festival Laterna Magica de Photokino au centre Pompidou à Paris. C'était un flyer comme ça où au recto, on avait des sortes de petits paysages, au verso des petits paysages, au recto des glaces, et mise à la lumière, en fait, il y avait un effet de transparence entre les deux. Donc ça a donné lieu à un livre qui, aujourd'hui, est dans sa deuxième édition, qui s'appelle Aquarium, et pour lequel je vous passe une petite vidéo, parce que c'est encore la vidéo qui transcrit le mieux. Donc, au recto, des silhouettes grises et au verso des couleurs. Et en fait, le soleil va traverser littéralement le papier pour allumer ces petits aquariums et créer ce monde aquatique.
Donc c'est vraiment un livre extrêmement simple et extrêmement magique aussi. C'est ça qu'on cherche à faire en tout cas avec chaque nouveau livre, de créer une sorte de surprise. Et parfois, il m'arrive aussi de travailler, comme ici, avec Damien Poulain, à partir d'œuvres qui étaient préexistantes. Donc ici, une installation qu'il avait fait à la Potsdamer Platz à Berlin, de peinture murale et de sculpture, et qui ont donné lieu à ce livre pêle-mêle cartonné. Donc là, c'était l'idée aussi de réinvestir le principe du livre pêle-mêle qui est habituellement utilisé avec une imagerie assez classique et assez naturaliste, et ici avec des formes très minimales qui vont pouvoir nous permettre de composer 50 oiseaux avec des têtes plus ou moins étranges. Donc, ce livre a été primé au Festival Gribouillis l'année passée. Donc avec ce même artiste qui avait fait des grandes peintures murales, Love, dans différentes villes dans le monde entier, on a créé aussi un autre petit livre pêle-mêle qui s'appelle Love. Donc c'était la première fois qu'il y avait des 4 lettres dans un même livre des éditions du livre. Alors publier des petits livres comme ça, c'est pas toujours très simple. Donc ici on voit un livre qui s'appelle Matryoshka de Fanette Méliès. Donc c'est un tout petit livre vraiment qui tient dans la poche. Et ce petit livre reproduit une famille de 16 poupées matryoshka qui vont réduire de taille de page en page. C'est une manière de parler aussi de la transmission entre les générations. Et on aperçoit qu'il y a de la dorure à chaud à l'intérieur même du livre, ce qui était vraiment une gageure technique pour l'imprimeur, sachant qu'en plus la plus petite matryoshka à la fin fait seulement 3 mm de haut avec un point de dorure pile au milieu du visage. Donc là aussi, ce livre-là, justement du fait de sa complexité technique, voilà, par exemple, pour la première édition, il y a eu des difficultés à l'impression. La colle s'est immiscée au sein du livre. Il manquait parfois de dorures et j'ai dû trier, par exemple, 1500 exemplaires. Voilà, donc ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir en publiant ce type d'ouvrage-là, et elles sont nombreuses. Je pourrais passer 1 heure à expliquer toutes les difficultés qu'on a eues sur les différents ouvrages. Mais voilà, malgré tout, ce livre a eu son petit succès. Et voilà, il y a eu 3 éditions successives. Effectivement, la première qu'on a vue avant, la deuxième et la troisième qui a été republiée en 2022. Un autre livre qu'on a fait avec Fanette Méliès qui s'appelle Le papillon imprimeur, qui aujourd'hui est épuisé et qui là aussi est une autre manière de travailler avec l'imprimeur, puisque le livre était imprimé à la fois en sérigraphie, en offset, et il nous permettait vraiment d'expérimenter au moment même de l'impression, par le biais des dégradés, en jetant directement des gouttes aussi sur l'écran de sérigraphie pour créer plein de variations et que chaque exemplaire du livre soit unique. Voilà, alors le biais de ces livres-là, en fait, moi j'ai une diffusion et j'ai une économie assez spéciale, puisque bon, ces livres-là sont assez singuliers. Et hormis mon distributeur français qui est Serendip, qui diffuse les livres et les distribue dans les librairies françaises et francophones, j'ai depuis le début des liaisons directes avec les éditeurs à l'étranger, en fait, qui me contactent par le biais des vidéos qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux et avec qui je traite directement. J'ai la chance d'avoir des ouvrages qui sont sans texte jusque-là, en tout cas, donc forcément la diffusion est plus facile. Et si je n'avais pas en fait une audience mondiale, j'aurais honnêtement pas la possibilité de pouvoir perdurer cette aventure. C'est pas le marché français qui me permettrait de rendre cela suffisamment viable. Alors, il y a forcément les salons, et je vais en parler à la fin. En tout cas, je serai sur le salon de Montreuil très bientôt. Et il y a forcément toutes les commandes en ligne aussi des particuliers qui me permettent de faire vivre tous ces livres-là. Là, c'est en 2020. Parfois, j'ai l'occasion d'être invité à mettre en scène ces ouvrages dans une exposition. Ici, c'était les petits spécimens, un parcours jeunesse au Cygne, le Centre national du graphisme à Chaumont, où chaque livre
était réinterprété à taille réelle, en même temps toujours avec en regard l'objet livre à taille réelle lui aussi, à savoir beaucoup plus petit. Et donc ici, par exemple, l'automato qui devenait le Porello géant avec les enfants qui pouvaient déplacer les cartes, ou la Matryoshka qui devenait une cabane de 3,50 m de haut dans laquelle les enfants pouvaient rentrer et réaliser un coloriage avec la loupe. Voilà, les papillons imprimeurs mis en scène, le cycle du soleil et de la lune en regard avec une grande sérigraphie de l'exposition. Alors, un autre livre de Fanette Méliès aussi, ici Herbier, qui a donné lieu en même temps à une exposition de posters qui ont été créés à partir du livre lui-même, ici exposé à, la librairie L'Échappée Belle à Sète. Et en même temps, Fanette Méliès avait créé un parfum, donc il y avait vraiment sur ce projet-là l'idée de créer tout en même temps un ensemble qui permettait aussi de créer des ateliers aux enfants, de créer leur propre herbier à partir des formes du livre. Ça a été un peu la même chose avec Panorama, un livre qui est sorti fin 2022 aux éditions du livre. Alors c'est un livre assez spécial qui, cette fois, s'approche plus des codes du livre jeunesse et d'illustration classique, à savoir qu'on a une image d'un chalet. Et par contre, cette image va être reproduite 24 fois. Et c'est vraiment le jeu des couleurs qui va emmener le paysage de 11 h à midi le lendemain matin. Donc on voit ici, par exemple, voilà, le glissement des couleurs et des pages. Donc là aussi, c'est vraiment un jeu sur l'expérimentation colorée. Et il y a aussi plein de petits éléments, comme dans Où est Charlie, qui vont évoluer au fur et à mesure de la lecture et permettre à l'enfant de raconter une histoire au fil des pages. Donc voilà, c'est un livre qui a été imprimé en quadrichromie plus 3 pantones. C'était vraiment une expérimentation imprimée qui permet d'avoir des couleurs au final qui sont complètement inédites. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'en fait, l'image qui est retranscrite dans le livre correspond à un chalet qu'a acheté Fanette Méliès avec son mari. Donc voilà, c'est vraiment une mise en abîme. Et ce qui est drôle, c'est que le chat qui est dans l'ouvrage est apparu en fait quelques temps après la publication du livre dans leur chalet. C'est-à-dire que c'est un petit chalet qui était un petit chat qui était dans les alentours qui est venu se poser dans leur maison et qui est devenu un habitué de la maison. C'est marrant parfois comme la réalité rejoint la fiction. Alors, ce livre-là a été mis en scène à la fin de l'année passée au Centre d'art contemporain Passerelle à Brest. Voilà, on a présenté l'ensemble du cycle à l'horizontale des ouvrages. Et Fanette Méliès a créé aussi un dessin animé à partir de ce livre-là. On avait créé une cabane, mais qui n'était qu'une façade, entourée d'une déclinaison encore de ce cycle journalier au mur en sérigraphie. Voilà, vous voyez au milieu de la cabane, là aussi, un petit carnet de coloriage que les enfants pouvaient colorier. Donc il y a vraiment, en tout cas, avec les éditions du livre, un jeu aussi avec un aller-retour entre les expos originales et le livre, et parfois inversement, le livre qui devient une exposition. Donc en tout cas, moi, c'est un aller-retour qui me plaît beaucoup et une dynamique que j'aime énormément. Voilà. Donc c'est ce qu'on a vu en vidéo, et le cahier de coloriage. Voilà. Et donc, on en arrive au sujet d'aujourd'hui, à savoir le glissement finalement de ces livres sans texte à une nouvelle connexion. Alors, cette année, je sors 3 ouvrages. Un premier avec Julie Saphir-Stein. Donc, Julie Saphir-Stein, vous connaissez sans doute le mémo des fleurs, le mémo des feuilles qu'elle avait sorti aux éditions Mémo il y a déjà fort longtemps.
Elle avait aussi publié ces ouvrages-là chez Maect, à savoir des livres à colorier, dans lesquels on pouvait dessiner. Et elle a un travail de plasticienne où elle joue énormément sur la couleur, sur le reflet, qui sont là aussi parfois des installations qui sont devenues des objets chez Hermès. Ici, c'est une grande bibliothèque Cheval. Elle a aussi plein d'expérimentations d'estampes qui sont devenues aussi parfois des scénographies, encore ici chez Hermès, ou même à l'intérieur une grande exposition qui s'appelait la Forêt Magique, si je me souviens bien, qui était vraiment magnifique. Et c'est là où j'avais rencontré son travail et je l'avais contacté en disant ça serait chouette de faire un projet ensemble. Et elle est revenue vers moi avec cette maquette en blanc, littéralement, à savoir une sorte d'objet un peu étrange en volume. Et je lui ai dit, bah ok, pourquoi pas, mais il faut trouver une idée entre guillemets, d'illustration dedans qui fasse vivre le livre et qui permette à ce qui marche à 360 degrés. Et c'est ce qui a donné lieu à Bloom. Voilà, donc ici, on voit dans la première édition, qui est en fait un livre pop-up extrêmement simple, qui correspond à 4 cercles qui sont contrecollés. Le principe, ici, dans la deuxième édition, voilà, il y a 4 fleurs principales qui s'ouvrent comme des pages classiques d'un livre, mais il y a aussi 2 fleurs cachées dans les recoins du livre, et l'ouvrage voilà, existe comme une sorte de fleur complète, ou un bouquet, en tout cas, de papier qui se replie et qui termine à plat. Pour moi, en tout cas, quand il y a une expérimentation de l'objet, que ce soit dans Hello Tomato, par exemple, pour moi, il est important que l'objet, une fois replié, corresponde à un livre et pas à une boîte de jeu, par exemple. C'est la même chose ici pour Bloom de Julie. Alors, je vous passerai les éléments sur l'impression. On passerait trop de temps, mais en tout cas, c'était aussi une belle aventure imprimée. Donc ici, les 2 éditions côte à côte du livre, la première et la deuxième édition qui est encore disponible. Alors là aussi, encore finalement un aller-retour entre le livre et l'œuvre imprimée, où elle a publié avec l'atelier RLD ensuite ces grandes sérigraphies, enfin, c'est des bois gravés, pardon, si je ne me trompe pas, de grandes pétales comme ça, de grandes estampes. Alors, elle avait aussi réalisé cette installation pour le centre Pompidou, qui voilà une sorte d'hexagone en couleur avec des miroirs du trou, et qui est vraiment une installation pour les tout petits, où les tout petits peuvent saisir aussi de formes en plexiglas, et ils vont pouvoir voilà, se balader au sein de la structure et découvrir les couleurs, découvrir les reflets. C'est vraiment quelque chose de très immersif. Et elle avait l'idée de transcrire cela sous forme de livre, et ça a donné le livre qu'on a fait cette année, qui s'appelle Village, et qui est un nouveau livre pop-up extrêmement simple aussi dans sa forme, puisqu'en fait il s'agit de bandes horizontales pliées en 6 et contrecollées. Alors techniquement, c'était quand même une certaine gageure, parce qu'il fallait réaliser ça à échelle industrielle. Donc, je vous montre une petite vidéo du livre en vie, voilà, ce qui est toujours plus intéressant. Voilà, donc le livre se feuillette page par page, mais il va pouvoir effectivement se déplier comme ça et se lire déjà à l'horizontale, comme les pans d'un décor. Mais le livre voilà, existe aussi sous forme de sculpture au final. Donc c'était vraiment une belle aventure. Je peux vous montrer une petite vidéo de sa fabrication, parce que c'est là où on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est aussi grâce à l'imprimeur que les choses existent. Il est imprimé, c'est classique. Ensuite, les feuilles ont été rainées, une par une. Là où voilà, il y a vraiment eu un lien avec l'imprimeur qui était très très fort. Donc le livre a été réalisé en Turquie.
Et ce qui est chouette, c'est qu'ils avaient toute la technique au sein même de l'imprimerie, qu'on ne trouve plus malheureusement en France. Et ils ont réussi en fait à détourner une chaîne de contre-collage de couverture pour réaliser le livre final. Techniquement, même quand je suis arrivé le livre, quand je suis arrivé à imprimer le livre, je savais vraiment presque pas à quoi il allait ressembler à la fin. Donc c'est ça, c'est l'aventure voilà, qui est un peu périlleuse, mais en même temps qu'on aime bien. Et en parallèle de ce livre-là, cette année, je sors deux nouveaux petits livres euh, qui sont les premiers titres d'une collection qui s'appelle la collection Album. Donc c'est un format 15-15, Dick Brunel d'une certaine façon en référence, et 24 pages standard imprimées en Pantone. Et le premier titre est fait en collaboration avec José Quintanar, qui est un artiste espagnol qui vit en Hollande et qui a un travail assez conceptuel, on va dire, mais qui est aussi un travail d'illustration entre deux, à chaque fois avec un jeu de texte et d'illustration. Donc ce livre-là a été publié entre autres par un autre artiste qui s'appelle Hugo Rocci et qui a une petite maison d'édition en Hollande lui aussi qui s'appelle Terrible où ils impriment des ouvrages en riso. Donc ici on voit Hugo a aussi un travail de peinture. Donc les deux ont un travail de peinture et en fait et on voit ici l'atelier d'Hugo à Amsterdam. Et voilà, ce livre-là qui s'appelle Tôt ou tard, donc il s'appelait Sooner or Later dans sa version anglaise, est né en fait d'un jeu presque qu'ils ont eu entre eux, à savoir que c'est un livre qui a été presque dessiné en un après-midi. Donc c'est le style graphique de l'ouvrage et une sorte de mix entre les dessins de José plus conceptuels et les dessins plus naturalistes d'Hugo. Et le livre va raconter en fait une journée du début de la journée à la fin de la journée. Donc ça va être le soleil se lève à trois petits points, je saute du lit à trois petits points, je prépare mes tartines à trois petits points. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi la radicalité d'approche en termes d'illustration. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir une illustration qui va représenter littéralement ce qui se passe dans le texte, mais seulement une succession de réveils, euh, de petites horloges, mais qui ont la spécificité de ne pas comporter d'aiguilles. Donc de la même manière dont les enfants doivent se saisir de leurs ciseaux et détruire littéralement Zwin Mayen pour faire exister les 40 animaux, là l'enfant il peut s'il veut, se saisir d'un crayon et compléter le livre pour voilà, se l'approprier et dire à quelle heure il mange ses pâtes préférées. Voilà, donc je trouve que cette petite collection, pour moi, elle va s'étoffer au fur et à mesure du temps, mais c'est une manière aussi de jouer, entre guillemets, avec un certain code classique du livre jeunesse, ici le livre d'heures en quelque sorte, mais de l'aborder à chaque fois avec un petit switch qui va permettre voilà, une approche un petit peu plus expérimentale ou en tout cas de demander au lecteur de rentrer dans le livre différemment. Alors, ce qui était drôle, c'est que quand mon diffuseur a présenté cet ouvrage-là aux librairies françaises, il y a eu pas mal de retours de librairies où les librairies étaient un peu apeurées par ce livre-là, parce que finalement, ils se disaient, mais une fois que l'enfant a dessiné dedans, le livre, il est fichu. Voilà, bon, je trouve ça toujours marrant que finalement, encore aujourd'hui, une sorte de vision comme ça soit encore portée sur le livre, alors que je pense que c'est quand même la finalité du livre, à savoir qu'il a une vie. Et je me souviens de lire que c'était comme Agatha, comme ça, qui disait qu'il adorait voir sa fille qui saisissait des livres et voilà, qui les déchirait, qui les pliait, et qui en faisait ses outils propres aussi, ses outils qui l'aidaient à grandir. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et un deuxième livre que je publie ici avec ma compagne, donc ma compagne qui avait publié il y a 2 ans un premier livre qui s'appelle Coucou Cucu aux éditions de l'Artichaut, donc qui racontait l'histoire d'une sorte de drôle de bonhomme qui allait au travail mais qui s'ennuyait au travail. Donc c'était une manière aussi de raconter, voilà, un peu comme un enfant va à l'école et parfois s'ennuie à l'école.
voilà, il s'ennuyait au travail et pendant la pause de midi, il rencontrait un chien et il s'amusait tellement avec le chien qu'à la fin de l'après-midi, il s'apercevait qu'il avait oublié de retourner au travail. Donc ça, c'est le premier livre qu'elle a fait. Et elle a aussi, en parallèle, donc on voit aussi le grand écart, mais c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas, avec les artistes et illustrateurs avec qui je collabore, c'est que souvent, ils ont un champ d'amplitude créative très très large. Et ici, le Untitled Comic Book, que je vous ai montré au tout début, qu'on avait réalisé en 2012, qui a été republié par les éditions Matière. Voilà, donc c'est une forme presque identique. Et donc le livre qu'on a fait ensemble cette année est basé en fait sur une série de peintures qu'elle a pu faire, ici présentées à l'INSPE Lorraine, et qui sont un ensemble d'outils. Donc en fait, ce sont des toiles avec une action extrêmement minimale dessus, à savoir une peinture, une ou deux couleurs, et aussi parfois des simples découpes qui vont faire apparaître une équerre ou un normographe ou un taille-crayon. Donc le livre qu'on a créé ensemble s'appelle Je fais un livre. Donc là encore, le gap, je dirais, entre le livre jeunesse classique qu'on va attendre et ce livre-là, c'est la radicalité esthétique. C'est-à-dire que l'illustration est on ne peut plus minimale. Donc chaque double page, en fait, présente un outil, à savoir ici un crayon, une règle, un taille-crayon, une gomme gigantissime. Et par contre, la narration va être extrêmement simple. Donc l'enfant va tourner les pages, je prends une feuille de papier et mon crayon préféré pour tracer des traits droits. J'aime quand il est bien taillé. Oups, j'ai dérapé et je gomme. Et en fait, l'enfant va s'apercevoir d'une certaine manière qu'il est en train de fabriquer un livre avec les outils mêmes qui sont présents sur les doubles pages. Et à la fin du livre, il y a comme une sorte de mini-livre dans le livre, et dont la couverture ressemble à une porte. Et derrière cette porte, il y a une surprise. Voilà, je vous laisserai la découvrir. Et voilà, en tout cas, ça, c'est le deuxième livre de la collection. Et voilà, l'ensemble des ouvrages voilà, qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, ça fait finalement maintenant 12 ans, bientôt 13 ans que j'ai commencé cette aventure éditoriale et j'ai ni plus ni moins créé qu'à peu près une quinzaine, 16 livres. Donc c'est pas énorme, mais bon, en tout cas, voilà, c'est le parti pris éditorial que j'ai voulu, quoi. Alors, je réponds à la petite question qui est arrivée sur le chat. Comment je réussis à trouver des imprimeries partantes pour produire ces projets expérimentaux? Alors, séries limitées, elles ne sont pas si limitées, hein, parce qu'au minimum, c'est 1500 exemplaires, mais c'est parfois monté à 3000, 4000 exemplaires. Donc, on est voilà, dans une production, pas de tirage gigantissime, en tout cas quand même important. Et en fait, alors les imprimeurs, ça, comment dire, ça évolue petit à petit. Il y a des imprimeurs qui ont voulu travailler avec moi parce qu'ils étaient intéressés par créer des moutons à 5 pattes. Il s'est trouvé parfois ensuite qu'ils n'aient pas voulu retravailler avec moi parce qu'ils se sont aperçus que bah, c'était trop long, c'était trop compliqué. Donc en fait, souvent, les imprimeurs qui veulent travailler avec moi, c'est que ça les intéresse d'avoir des livres en fait, qui leur permettent d'être des cartes de visite. Par exemple, Matryoshka, qui est un tout petit livre comme ça, a été réalisé par un imprimeur français qui est près de Toulouse, à Lavore. Et littéralement, le jour où j'ai rencontré le commercial de l'imprimerie, il avait dans sa pochette de veston le livre comme carte de visite. Donc voilà, il y a vraiment ce désir-là aussi chez les imprimeurs, à la fois de montrer leur savoir-faire, hein, mais aussi d'avoir sur les salons des ouvrages singuliers à montrer. Alors la majorité de ces livres-là ont été imprimés en France, justement chez Harry Caractère. Récemment, les 3 derniers que j'ai faits, je les ai imprimés en Turquie. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, je commence un petit peu à me payer. Et voilà, vous ne serez pas sans connaître les difficultés économiques du monde de l'édition, étant donné que je voilà, n'imprime pas en Asie, mais que malgré tout, je dois dégager une petite marge pour pouvoir vivre. Et ben, est-ce que vous pouvez couper
Voilà, enfin, en tout cas, je rends la parole. Et en tout cas, si vous voulez passer au salon me voir, je serai sur le stand F8 au premier étage, dans l'îlot de la région Grand Est, qui regroupe plein d'éditeurs de la région Grand Est. Voilà, merci pour votre attention. Merci à tous pour votre écoute et merci à vous, Alexandre Chaise, pour votre intervention. Les lives vont continuer aujourd'hui jusqu'à 18h et seront disponibles en replay. On va maintenant devoir clôturer cette diffusion maintenant et on vous donne rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre et tout le programme est disponible sur le site slpj.fr. Merci à tous. À bientôt, bonne journée. Au revoir.